Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Je suis ravi de vous découvrir une nouvelle fois derrière votre télé. Oui, je vous vois, j'arrive à chaque fois à savoir à peu près qui me regarde. Et quand je vous croise dans la rue, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer. Et je vous remercie une nouvelle fois pour votre confiance et votre fidélité à chez Jordan. Alors, comment vous remercier ? Eh bien, peut-être avec un invité exceptionnel. Aujourd'hui, je reçois le roi de la pub. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, on sort les violons. Salut Jacques. Ça va? Mieux que jamais. Mieux que jamais. Quelle forme, Jacques Séguéla. Et je viens de fêter mes 90 ans. 90 ans. 90 ans. Mais comment vous faites? Mais d'abord, je triche tenant. Parce que moi, je fais partir ma naissance de la création. Je suis un créatif de la conception. Bien sûr. C'est-à-dire de la nuit d'amour. Et après, il y a les 9 mois qui sont finalement les plus beaux mois d'amour qui soient dans les vous vents êtes de la enlevé mer. un an. Donc, en fait, j'ai 89 ans, mais j'affirme en avoir 90 parce que je compte les 9 mois dans le ventre de sa mère qui sont les plus beaux mois d'une vie. Alors lui, il est incroyable, c'est-à-dire qu'il se donne un an de plus. Vous êtes le premier, mais en France, à faire ça, Jacques Séguéla. Merci d'être là. On va passer... la puce aime les chiffres ronds. Oui, c'est clair. On va passer un moment ensemble. Vous le savez, les questions cash en fin d'émission, des questions les yeux dans les yeux avec Jacques. Et puis, cette émission qui est à retrouver en replay sur MyCanal, évidemment, et la plateforme YouTube sur C8. C'est parti, on y va. Portrait avec Jacques Séguéla. Alors, Jacques, vous êtes né un petit Parisien qui est parti à Perpignan après et qui a perdu son accent. Oui, enfin, mes parents se sont connus sur les bancs de la fac de Montpellier car ils faisaient tous leurs études de médecine. Mon père en radiologie, ma mère en médecine. Mon père a demandé la main de ma mère le jour où il m'a conçu. Et ma grand-mère lui a refusé sa fille. Et donc il l'a prise, il l'a kidnappée, il l'a amenée à Paris et ils ont fait leurs études à Paris. Et je suis né à Paris. Et j'ai passé les 3 meilleures années de ma vie à Paris. Et puis mes parents sont installés à Perpignan. Et donc je suis devenu catalan d'adoption pendant 20 ans. L'accent est resté. Et j'aime bien ça, parce qu'il faut l'être de quelque part. Tu vois, les Parisiens, ils sont de nulle part. Ils parlent tout le parisien. Moi, je parle le catalan parisiano. C'est pas la même chose. C'est sympa, c'est une invention encore de Jacques Séguéla. C'est quoi cette histoire de coup de fourchette quand vous étiez jeune chez les Jésuites? C'est une horreur. J'étais des prisons de break pour moi. Oui, parce que j'avais toujours été externe. J'étais pensionnaire pour la première fois de ma vie parce que mon père avait fait ses études chez les révérends jésuites et il voulait que je suive les mêmes hellénismes. C'était des spécialistes du latin et du grec. Et moi, je détestais ça. D'abord, j'étais fils unique, donc j'avais perdu mes parents. Et il y avait un petit nasillon qui me cherchait toujours, etc. Et qui, 2 fois par semaine, m'agenouillait sur une règle de fer, devant sa petite baraque au milieu du dortoir. Et il me narguait, il me faisait frire des œufs à la coque, comme ça. Il y avait une fourchette qui était là sur la table. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris la fourchette dans les fesses. Bon, heureusement, une fourchette, elle ne rentre pas dans les fesses. Parce que mais j'ai été viré, évidemment. Ah bah oui, direct. Et c'est comme ça que je suis devenu externe. La première semaine, c'était formidable, j'étais libre. Je suis passé devant un cinéma qui était juste à mi-chemin entre la clinique de mes parents et le lycée. Le 2e jour, j'ai regardé les affiches du cinéma. Le 3e jour, je suis rentré dans le cinéma et j'en suis pas sorti. Parce que j'ai fait chapeau. Enfin, pas que l'expression chapeau, c'est en catalan quand j'ai fait chapeau. Donc, je n'ai plus suivi les cours et je suis allé toutes les après-midi au cinéma pendant 3 mois. Je l'ai payé très cher parce que j'ai mis 8 fois à passer mes bacs. 8 fois à passer mes bacs. Vous l'avez eu au final? Je l'ai eu. On n'avait pas le droit d'ailleurs d'aller à la 9e. On était scratchés des universités. L'amour avec Jacques Séguéla, ça c'est quelque chose. Alors, il y a eu Dany. Il y a eu Dany. Qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Oui, c'était mon premier flirt. Elle était perpignanaise. C'était la fille du marchand de chaussures, Chicos, de Perpignan, qui s'appelait Groll. Ah. Et mon père était en train de m'acheter la pharmacie du docteur Bobo, qui existe encore. Donc c'était le petit couple de Groll et de Bobo. Ça ne s'invente pas. Ça, c'est clair. Bon, et puis moi, je suis parti à Paris un petit peu avant elle, etc. Le flirt s'est arrêté.
Mais on est resté amis d'amour jusqu'au pratiquement le dernier moment. Elle est partie quelques semaines à peine après avoir dîné à la maison. Ah oui, vous aviez eu un dernier dîner avec elle? Ah oui, avec elle et avec Sophie, mais on la voyait assez souvent. Moi, je l'ai accompagnée un peu toute sa vie, de brinque-ballante parfois, etc. Je la sentais un peu triste, Dany. Ben, elle a eu ses heures de gloire. Bien sûr. Et puis, comme toujours dans ce métier, elle a eu ses années difficiles. C'est là d'ailleurs qu'il a fallu l'aider. Mais elle a eu cette idée magnifique de vendre des roses. Et puis, elle est revenue à la musique. Elle a fait un disque qui a bien marché. Et puis la maladie est arrivée parce qu'elle avait tellement survécu. Avec la fumée? Avec la fumée, avec tout le reste. Les excès? Avec les excès, oui. Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir cette beauté qui n'a pas cessé. Elle est iconique. Bien sûr, oui. Vous pensiez vraiment qu'elle allait partir, Dany Jacques Séguéla? Ah oui, je savais qu'elle était fatiguée. Oui. Je savais qu'elle était fatiguée. Mais moi, je l'ai aimée d'amour toute ma vie. Bah oui. C'est pas le grand amour de ma vie. Le grand amour de ma vie, c'est ma femme. C'est que moi, la seule chose que j'ai réussi dans ma vie, c'est ma femme. C'est votre femme. Et juste 47 ans et on ne s'est jamais disputé. On va en parler. Et 5 enfants. Moi, j'ai 5 enfants. Je suis le seul publicitaire à avoir 5 enfants de la même femme. Eux, ils sont 5 enfants de 5 femmes différentes. Et 1 et 2. Ah, mais voilà. Elle est là, votre femme. Voilà ma Sophie d'amour. Sophie Vincent. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui. Alors, 5 enfants, et vous me disiez tout à l'heure combien d'années ensemble? 47 ans. Mais comment c'est possible sans une erreur de parcours? Sans erreur de parcours, 47 ans, l'amour toujours. Et tous les matins, quand je me réveille, elle me dit, mon chéri, encore ce matin, mon chéri, tu es beau, je t'aime. Je dis, tu es beau. Je me précipite devant mon miroir, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? On m'a replanté les cheveux dans la nuit. Je vois ma sale gueule de nonagénaire. Je dis, bon, mais ta femme t'aime puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Qui est la pub. Et ma maîtresse, c'est la pub. J'ai 2 amours. Et donc, je suis comblé. Je suis un homme comblé. Il y a une différence d'âge avec votre compagne? Hélas. Combien? Oui. Il y a 22 ans. 22 ans de différence. 22 ans. En toute honnêteté, pour parler des sujets qui peuvent être fâcheux, est-ce que vous parlez des fois de l'après, Jacques? De ce moment où vous ne serez plus là? Ou c'est des sujets tabous? C'est pas que ce soit tabou. Moi, je pense que l'amour, la mort, il ne faut pas y penser. Je pense en plus que la mort, c'est la dernière porte ouverte. Ah oui? Moi, je ne peux pas imaginer que l'on meure et qu'on se réduise en miettes, en miettes, en poussière. Ouais. Tout ça pour en arriver à un tas de poussière, c'est pas possible. Donc moi, je crois, comme le disait Mitterrand, aux forces de l'esprit, je crois que la mort, on ouvre une porte. Et puis, je ne sais pas si on part dans l'espace, je ne sais pas si on est, comme aux Indes, retourné à la vie. Je ne sais pas si on devient coléoptère ou autre chose dans un autre pays du monde. Mais je veux croire qu'il y a autre chose que la vie après la mort. Et on passe aux coulisses de la télé, c'est maintenant sur C8 dans Chez Jordan. Allez, reporter à Paris Match qui vous amène 3 ans au poste de rédacteur en chef de France Soir. Ça, c'est pour une partie raccourcie de votre parcours. On va passer tout de suite au gros du gros avec cette photo. Ce sont vos collègues. Vous les reconnaissez? Absolument. Roux, Séguéla, Caïsac et Goudard. Et Goudard, évidemment, une belle photo où tout commence finalement. Vous allez créer un groupe qui s'appelle le groupe Euro-RSCG. Alors après, ça va qui s'appelait Roux, Séguéla, Caïsac et Goudard. Tout simplement. Et puis après, comment on s'est marié avec Abbas, qui s'est appelé Euro-RSCG et qui maintenant s'appelle Abbas. Alors c'est votre groupe de pub et alors vous allez faire des campagnes extraordinaires. Je vais en citer une, c'est Carte Noire, un café nommé Désir. C'est lui qui a inventé cette phrase, en fait, ça vient de vous. Je pourrais citer Nespresso, Sagafredo et Lavazza pour pas qu'il y ait de problème avec la publicité, parce qu'on va parler beaucoup de pub dans cette émission. Mais d'où elle vous vient cette phrase? Parce qu'il la garde toujours, elle est toujours... c'est vrai que... Un jour, j'ai été appelé par le directeur du marketing
de Jacob Café, les grands cafés, une grande marque internationale de café, qui m'a dit, écoute, je veux lancer un nouveau café, plus doux, plus tendre, mais avant d'en parler à mes équipes de marketing et avant d'en parler aux équipes de marketing de ton agence, je te donne 15 jours et carte blanche, hein, et reviens me voir dans 15 jours. Moi, je suis dans l'avion, je reviens de Genève, il m'a donné carte blanche, je vais l'appeler carte noire. Rien que pour moi, je vais l'appeler carte noire. Ouais, juste pour faire le contraire. À partir de là, carte noire, ça me donne tout d'un coup l'âme de cette marque. Parce que je me dis, carte noire, c'est une marque de luxe. Bien sûr. Donc, évidemment, dans le conditionnement, tout noir, avec des lettres d'or. Donc, je vais en faire le Dior des cafés. Et puis, après, je dirais, mais le luxe, c'est l'amour. Donc, je vais en faire l'amoureux de tous les cafés. Et le film, fait par Konchalovsky, que j'avais rencontré quelques jours avant au Festival de Cannes, qui avait reçu un prix à Cannes, qui m'a dit, je veux m'installer en France, etc. Mais je vais te faire des films de pub. Et ça a été son premier film de pub, où tu avais un homme qui plongeait dans la piscine du Carlton, tu vois, comme ça. On connaît évidemment cette qui avançait comme ça, qui est mythique, et qui sortait, il était pratiquement nu, et il y avait une femme qui allait vers lui, qui descendait un escalier, dans une robe noire absolument sublime, etc., et qui avait sa tasse de café, et quand l'homme s'approchait d'elle, elle l'embrassait pas. Elle lui faisait goûter son café. Et tout se terminait en volute. Mais c'est génial. Et puis un café nommé Désir. Tout simplement. Les idées qui sortent de la tête de Jacques Séguéla font faire mouche aussi avec des présidents de la République, notamment un président duquel vous avez été très très proche. Il s'appelle François Mitterrand. Et vous allez créer ce slogan, François Mitterrand. La force tranquille. Tout simplement, Jacques Séguéla. C'est pareil. Alors, François Mitterrand, vous aviez de bons rapports avec lui ou ça a été compliqué? Moi, on m'a beaucoup dit qu'il avait quand même une forte tête, ce monsieur. Oui, mais moi, je ne sais pas. J'ai toujours été d'abord plein d'admiration pour lui. Et je n'ai jamais... Si, mais j'ai eu qu'une seule fois une colère froide. Mais j'ai eu 2 colères froides. La première, je l'avais dit quand il m'a demandé d'être son communicant, moi, je vous propose que l'on soit face à face, tous les deux. Qu'il n'y ait pas l'Assemblée des socialistes autour. Ah oui, pour être tranquille. On en sortira pas. Et donc, il m'a dit, écoutez, on va se voir tous les lundis de midi à 1h. Bon. Et ça s'est passé comme ça. Au bout du 3 ou 4e lundi, il me dit, oh là, c'est quelle heure, on a passé l'heure, etc. Il est 1h15. J'ai rendez-vous chez LIP. Oui. J'ai appris que c'était pour nommer son Premier ministre. Bon. J'ai dit, Monsieur le Président, j'ai ma voiture, je vous accompagne. Bien, d'accord, on arrive. Et il était garé au coin de la rue. Mitterrand est devant moi, il pousse un cri. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'était une Rolls, parce que moi, je n'ai raté aucune des bêtises des pubards de l'époque. En commençant par la Rolex, et en continuant par la Rolex. Il dit, mais Séguéla, je vous vire. Mais vous êtes nul. Vous me dites que chaque signe a un sens. Vous me dites que je dois faire attention à tout. Vous me faites passer du tailleur de droite à un tailleur de gauche. Et vous voulez que j'arrive dans la Mecque des journalistes. Avec une Rolls-Royce. Avec une Rolls. C'est que là, je vous viole, je ne peux plus vous voir. Il ne le pensait pas tout à fait. Mais moi, je me suis précipité à l'agence, j'ai réuni mes créatifs, j'ai reçu la leçon de communication de ma vie, j'ai vendu ma Rolls dans la nuit. Et vous avez donné une âme aussi à une marque sans vraiment le vouloir, c'était lors d'une émission de télé. On adore Séguéla, évidemment, cette phrase que vous avez sortie aux 4 vérités, 13 février 2009. Et ce monsieur que vous allez voir en photo, c'est un président de la République, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Regardez pourquoi cette émission va faire une énorme polémique, parce que Nicolas Sarkozy portait évidemment lors de son quinquennat une Rolex, une fameuse montre de luxe à 12, 13, voire 15 000 euros pour les débuts en plus de prix concernant ces montres-là. 13 février 2009, émission des 4 vérités sur France 2. Vous dites, comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Et alors là, Jacques Séguéla, vous faites le plus gros coup médiatique de toute votre vie. Je fais la plus grande connerie de ma vie. Mais vous vous excuserez après, en effet. Mais alors du coup... Je descendrai le soir à Canal+, etc. Et
je me giflerais devant l'écran. Mais c'est pas du tout ce que je voulais dire. Vous n'étiez pas payé par Rolex pour faire ça? Mais pas du tout. D'ailleurs, Rolex m'en veut encore. Ils vous en veulent? Oui. Parce que moi, j'ai expliqué aux journalistes que vous êtes en train de vous en prendre à la Rolex et au Ray-Ban de ce Nicolas Sarkozy, mais vous avez tous une Rolex et une Ray-Ban. Il y en a un qui a dit, oui, mais le prix. Et moi, j'ai dit, mais un homme politique qui a 50 ans ne peut pas se payer une Rolex, il a raté sa vie. Alors évidemment, écarté de son contexte, la phrase est suicidaire. Et à la fois, il ne faut pas avoir de regrets dans la vie. Mais je pense que la vieillesse commence lorsque les regrets l'emportent sur le rêve. Donc je n'ai aucun regret. Mais on vous en parle tout le temps encore aujourd'hui. Pourquoi je n'ai pas de regret sur cette connerie, même si je me flagelle pour ça? Parce que je ne veux pas que les gens pensent que je crois. D'ailleurs... je n'ai plus jamais mis de montre de ma vie. Oui, parce que vous en aviez une avant. Pour venir, j'en avais une avant. Et parce que le fond du message, c'est qu'il faut rêver. Il faut avoir un rêve inatteignable, mais il faut avoir un rêve. Il a été aimé aussi pour ce côté bling-bling. Je me souviens, ce qui m'a libéré, c'est que quelques semaines après, sur les Champs-Élysées, j'ai 2 petits gosses de banlieue qui viennent vers moi. Il y en a un qui me montre comme ça, et il s'était dessiné une Rolex à la pointe bic. Et il m'a dit, moi, avant 50 ans, j'aurai la vraie. Donc j'ai compris que c'est... Et puis, force du slogan. Force du slogan. Comment on peut parler de ça, de cette imbécilité qui a duré 30 secondes, comment on peut parler de ça 30 ans après? Oui, mais vous avez créé quelque chose. La puissance du slogan. On enchaîne avec la photo de Nicolas Sarkozy et de sa femme. Parce qu'alors là, s'il y a bien des amis, eh bien, ce sont bien eux. Cher Jacques Ségala. Qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Alors vous vous amusez à raconter ces dîners lors d'interviews, les fameuses pattes de Carla Bruni, ces moments de tendresse que le président a avec sa compagne. Est-ce que vous les avez vus récemment? Mais oui, moi je les vois très souvent. Sophie a eu Carla au téléphone la semaine dernière pour qu'on organise un déjeuner ou un dîner. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes avec eux? Vous pouvez nous raconter un peu? Moi j'adore quand vous me racontez ces moments à la maison. Vous pouvez nous décrire une scène? Je vais vous raconter pas la mariage, pas le coup de foudre, mais la fin du coup de foudre. Donc, on est en janvier, Nicolas a été élu quelques mois avant, il m'appelle et il me dit, écoute, est-ce que tu peux venir me voir samedi, ça va pas. J'arrive le samedi à l'Élysée et il me dit, écoute, moi c'est terrible pour moi parce que si je sors retrouver une jeune femme, il est divorcé. Bien sûr. Si je retourne sauver une jeune femme, tous les paparazzis lui tombent dessus, sa carrière est ruinée. S'il y en a une qui vient à l'Élysée, c'est pire que tout, parce qu'il y a quelqu'un qui la photographie, ça se termine au canard enchaîné. Donc moi, à 8h du soir, j'ai fini, je monte 4 étages dans ma chambre au-dessus, je mange une soupe, je regarde la télé, je me couche et je me lève à 5h du matin pour travailler. Mais je ne tiendrai pas 5 ans comme ça. Il faut quelqu'un. Je lui dis, écoute, on va faire la fête. On va faire une fête. Et moi, je savais qu'il aimait beaucoup qu'on chante pendant les fêtes et tout ça. Donc, je pense à Carla Bruni. Et de Carla Bruni, je me dis, Julien Clerc. Puis au dernier moment, Julien Clerc n'a pas pu. Bon, et j'appelle Carla Bruni. Alors, je lui dis, je te fais un dîner, etc. J'appelle Carla Bruni qui me dit, jamais. Elle n'aimait pas Nicolas Sarkozy. Profondément de gauche. Ah, ben oui. Elle a peut-être changé depuis. Ah oui. Bon. Elle me dit, jamais, je n'accepterai jamais de dîner avec lui. Je lui dis, mais tu te trompes, parce qu'en 20 minutes, il réussira à te séduire. Moi, me séduire, c'est moi qui veux le séduire en 20 minutes. Je lui dis, écoute, si on faisait un jeu de rôle, on fait un dîner comme ça, où on se marre. Ah, mais quel coquin, ce Jacques Ségala. Vous avez chacun 20 minutes pour montrer qui est le plus séducteur. Et ça se passe comme ça. Et le coup de foudre est en direct. Et il va 5 minutes après se coller à Carla et chuchoter à son oreille pendant peut-être 30 minutes. Incroyable. Et à la fin, on lui dit, mais qu'est-ce que tu lui as dit? Et il a dit, je ne peux pas vous le dire parce qu'elle m'interdit de le dire. Et quelques jours après, je lui dis, écoute, dis-le-moi. Allez, dis-le-moi. Alors, c'était quoi? Je vais te le dire. Je lui dis, est-ce que je peux t'embrasser là, devant tout le monde, sur la bouche? Tu capes ou tu vas cap? Et elle lui a dit, pas cap.
Et ils sont amoureux pour la vie. Incroyable. Et ils sont heureux pour la vie. Histoire de fou. Jacques Séguéla qui crée des couples, qui a créé un couple présidentiel. On enchaîne avec une photo encore des personnalités de la présidence. Il s'agit de Bernadette Chirac et Jacques Chirac. Moi, j'ai une question à vous poser. Avez-vous des nouvelles de Bernadette Chirac, Jacques Séguéla? Je pense qu'elle ne veut plus paraître en public. D'accord, elle ne veut plus paraître en public. Mais je n'en sais pas plus, c'est ce que j'entends dire. Je n'ai pas vu Claude Chirac depuis 1 an ou 2. On termine avec Bernard Tapie. Je sais que vous avez été très proche de lui. Vous avez d'ailleurs été un des premiers à donner de ses nouvelles quand ça n'allait plus. Est-ce que vous avez été là lors de ces derniers moments, Jacques Séguéla? Oui, j'étais là 2 jours avant. Vous étiez là le soir de la mort de Bernard Tapie? On était seul avec Sophie, et sa femme et lui. Sophie, sa fille, et sa femme. Oui. Il était comment? Parce que c'est vrai qu'il a tellement été un symbole de lutte contre le cancer, avec cette force, cette pugnacité, on le voyait sur les plateaux de télé, fort, vaillant. On pensait qu'il allait jamais partir, Bernard Tapie. Qu'est-ce qu'il vous a dit avant de partir, Jacques? Écoute, il ne parlait pas de la mort et il n'était pas question de lui en parler. Jusqu'au dernier moment, pour lui, il partait pas. Jusqu'au dernier moment, il se battait. C'est un fighter, c'est un Tyson qui n'a pas quitté le ring. Et c'est comme si c'était lui qui avait mis la mort KO et pas l'inverse. Ce soir-là, il vous confie quoi avant de partir, Jacques Séguéla, Bernard Tapie? On ne parlait pas de la mort. D'accord. Je venais lui raconter les ragots parisiens. D'accord. Il aimait ça? Mais il adorait ça, que faisait le président, surtout les ragots politiques que faisait un tel. Le jour de sa mort, il voulait savoir ça? Pas le jour de sa mort, mais moi, comme j'étais assez proche des milieux politiques, il m'interrogeait, et voilà, et puis... il parlait du futur, il ne parlait pas du passé. Il parlait même du futur, tout le temps. Incroyable. Ouais. Les questions cash, c'est maintenant, avec Jacques Séguéla. Quand on s'appelle Jacques Séguéla, quelle campagne publicitaire vous a rapporté le plus d'argent, Jacques? En toute honnêteté. Ce n'est pas une campagne publicitaire, c'est la marque de ma vie. C'est Citroën. Citroën, ouais. On peut estimer à combien d'euros? Oh, je ne sais pas, des millions. Parce que c'est la publicité mondiale. 10 millions d'euros? Mais plus que ça. Une vie, 60 ans de communication... dans 100 pays du monde, avec une marque, ça compte en millions. Mais pas dans ma poche. La plus grosse embrouille que vous avez eue avec un président de la République? Mais j'ai jamais eu d'embrouille. Jamais? J'ai jamais eu d'embrouille. La campagne que vous avez ratée? Jospin. Jospin. M'en veux encore. Vous en voulez encore? M'en veux encore. Je n'ai pas dormi pendant 3 nuits. À ce point-là? J'ai porté ça pendant 3 mois. Pourquoi vous l'avez raté, la campagne de Jospin? J'ai décidé de ne plus refaire de campagne politique, alors que j'en ai fait 20. 6 en France, 4 en France et 16 dans tous les pays du monde, du fin fond de l'Amérique du Sud jusqu'en Pologne et ailleurs, etc., en Israël, en Chili. Bon. Et j'ai arrêté de faire des campagnes politiques parce que je me suis aperçu qu'on décevait 50% des Français. Ah bah forcément, ouais. Forcément. Et on se sentait responsable de ça. Donc c'était un poids impossible à traiter. Et c'est un tel regret, parce que ça aurait complètement changé les choses s'il avait été élu. Parce qu'on n'aurait pas eu un président qui soit un président assez peu productif, alors que lui aurait certainement été un grand président comme il a été un grand Premier ministre. Est-ce que Marine Le Pen sera présidente un jour, Jacques Séguéla? Je souhaite que non. Je rêve que non. Et j'en veux aux Français parce que ils ont élu un président. Qui s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Ce président, ils l'ont élu et ils l'ont réélu. Donc pendant 5 ans, il pouvait se faire une idée. Et s'il n'en voulait pas, c'était le moment de dire non. Deuxièmement, il a été réélu à 58%. Moi, quand j'ai fait la campagne de réélection de François Mitterrand, il a été élu à 54%. Et tout le monde disait, c'est formidable parce que quand on réélit un président, évidemment, comme tout le monde en a un peu assez, ça ne fait jamais plus de 50, 51, 52%. Lui, il a fait 58%. Il a 16 points de différence avec son adversaire, avec Marine Le Pen. On ne sait pas pourquoi, les Français, tous ensemble,
passent leur temps à retomber en enfance en allant taper sur des casseroles. Il fait ce qu'il peut. Il est ce qu'il est. Oui. On doit l'aider. On ne peut pas avancer comme ça dans une colère froide qui détruit sur son passage. Et chacun de soi, finalement, c'est la France qui est en question. C'est pas un président. Il y aura un autre président demain. La phrase que les gens retiendront le jour où vous disparaîtrez. Je préférais qu'ils retiennent 90 ans d'amour que la Rolex. Parce que c'est mon dernier livre. C'est l'amour de tout. C'est l'amour du temps, c'est l'amour de l'aventure, c'est l'amour de la politique, c'est l'amour de sa femme, c'est l'amour de ses enfants, c'est l'amour de la publicité. Allez, la dernière question, juste avant la question d'une téléspectatrice, c'est le montant de votre retraite, Jacques Séguéla. Ça va être une folie furieuse. Pas du tout. Je sais pas, 10 000 € par mois? Je ne vais pas donner de chiffre, mais j'aimerais bien que ce soit 10 000 €, mais c'est pas ça. Donc Jacques Séguéla touche pas 10 000 € de retraite? Hein? Non, mais moi j'ai la retraite normale de mon... D'abord, je ne suis pas encore en retraite. Vous n'êtes pas encore en retraite? Enfin si, je suis en retraite, mais je continue à travailler. Donc oui. j'ai la retraite normale. Je ne sais pas combien c'est d'ailleurs exactement. Dans les 3 000 à peu près, quelque chose comme ça? Il ne faut jamais donner de chiffres. Oui, bah, vous avez bien compris, vous avez raison. Ça monte à la tête des gens. Mais j'ai la retraite de tout Français qui a pris la retraite à mon niveau de cotisation de retraite. Voilà. On termine avec cette question de Marthe de Nogent. Monsieur Séguéla, je suis vos travaux depuis le début. J'aimerais vous poser une question. En 2019, vous avez été condamné à 4 000 € de dommages et intérêts pour avoir qualifié Jean-Marie Le Pen de nazi. Est-ce que vous regrettez ce que vous avez dit? Oui, je regrette. Je regrette parce que, même si je le pense profondément, je n'ai pas à le lire. Voilà. Faut pas le dire, mais on peut le penser. C'est ça ce que vous dites. Oui, mais bien sûr, on peut le penser, mais il faut pas le dire. Justement, ça fait partie de cette période de haine qui nous assaille de tous les côtés. Donc, quand une personne qui a la chance d'avoir un micro, c'est pas pour l'utiliser à créer de la haine, mais il faut l'utiliser à créer de l'amour. Et donc, je m'en veux d'avoir dit ça. J'ai payé la facture. Comme ça, c'est réglé. Voilà, j'espère qu'il a fait un bon gueuleton en pensant à moi. J'espère qu'il a fait un bon gueuleton en pensant à moi. Merci beaucoup, Jacques Séguéla, d'être venu sur ce plateau, nous parler de votre vie, de qui vous êtes. Toujours un grand plaisir de vous avoir et un grand honneur pour moi de vous en recevoir. Je vous serre la main, parce que je sais que vous avez une pêche démoniaque et j'espère en prendre un petit peu en vous touchant du bout des doigts. À bientôt, Jacques. À bientôt. Pour de nouvelles aventures l'année prochaine. Puis on vous retrouve avec Monsieur Pro. Mais oui, lundi matin. Bien sûr, sur C8 avec Pascal Praud et toute l'équipe. Une émission que vous aimez beaucoup. Ouais. Ça fait combien que vous y êtes sur Pascal? C'est la 5e année. 5e année. Ce sera la 6e année. 6e année. Et vous me disiez hors antenne tout à l'heure sur Pascal Praud que c'était la révélation de l'année pour vous? C'est la révélation de l'année parce qu'il a inventé une autre façon de faire de la télévision. C'est-à-dire qu'au lieu de distiller de la haine, comme ils le font tous, il distille de l'humour qui parfois... peut déraper un peu, ou peut être plus exagéré, mais l'humour achète tout. Et il a un talent fou d'improvisation. Il a une culture incroyable, une mémoire hallucinante, et c'est un bienveillant dans une émission qui devrait et qui pourrait être malveillante, et il la rend bienveillante. Merci Jacques, à bientôt. À demain sur C8, évidemment, avec une nouvelle émission. On se retrouve tous les jours, vous le savez, du lundi au vendredi, à partir de 9h. Pardonnez-vous quand, des fois, on est un petit peu en retard, je le sais. C'est compliqué, parce que des fois, voilà, ça avance, ça recule, 9h05, 9h20. Encore une fois, toutes nos excuses, on essaye de faire le maximum pour être le plus précis possible au niveau des horaires. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Même heure, même chaîne. Ciao.